Salut et bienvenue pour un nouveau top retour perso. Nous allons nous centrer sur la France et Cocorico. Allons enfants de la patrie. Je vais pas aller plus loin. Mais voilà, je sais que à quelques reprises, j'ai pas été tendre envers quelques films faits par chez nous. Personnellement, je reviendrai sur ce détail-là. Et que j'ai un petit peu envie de parler des films animés français, partiellement, qui ont été faits pour dire que il y a une qualité globale qui est quand même très louable, plus que louable, et qui mérite que je les cite. Dirty Tommy, un autre youtubeur du net, qui lui est vraiment défini comme cinéphile, en a un peu parlé, il me semble, peut-être que je confonds avec quel autre à ce moment-là, je m'excuse, mais je suis presque sûr que c'est lui, a dit dans une de ses vidéos qu'il considérait que l'animation française était ce qui se faisait de mieux en termes d'animation. La France était le pays qui réussissait le mieux son animation, et ce sur quoi j'ai envie de mettre un bémol, même si je suis pas vraiment d'accord, foncièrement d'accord sur le principe, parce que en matière de technique d'animation, je suis le premier à reconnaître de ce que j'en connais, c'est-à-dire que je connais pas non plus des masses de pays, le détail de ce que font ces pays en matière d'animation, hein, je suis désolé, mais de ce que j'en connais, il est clair et net que la France est un pays qui, dans son animation, s'essaye à de nombreux styles et a vraiment une approche plus artistique, plus éclectique de ce qu'une animation doit faire ressentir. Hein, et je peux pas nier une seule seconde que ça a de la valeur, hein, que c'est pas une formule aseptisée visuelle comme on en voit partout, comme aux USA on le voit presque tout le temps. Aux USA, à quelques très rares exceptions près, le modèle prédominant du film animé de nos jours, bah, c'est la bonne vieille 3D lisse, enfin qu'on essaye de faire lisse, hein, pour certains de ces films animés c'est pas trop le cas, mais voilà, c'est la bonne vieille 3D lisse qui fait passer le mouvement bien, mais qui ne donne pas, souvent en tout cas, une patte notable. Et à part quelques studios qui font dans la stop motion, enfin un studio je crois, il faudra me reprendre là-dessus, il n'y a pas des masses de techniques d'animation qui se ressentent, alors qu'en France, oui, il y a pas mal de techniques qui s'entrecroisent, qui se décèlent, surtout à une époque où on considère que la 3D, le grand public considère que l'animation, si elle doit être pour adultes, il faut qu'on fasse de l'image de synthèse, ce qui a toujours été un peu du bullshit pour moi, mais malheureusement c'est un peu ça dans l'inconscient collectif. Hein, les gens ont tendance à se dire, si c'est de la 2D, c'est pour les gamins, c'est de la 3D, ah, ça peut être familial, ça peut nous plaire, hein, malheureusement. Mais il y a encore des studios qui, de nos jours, continuent de faire de la 2D, rechercher, artistique, travailler, et je reconnais qu'en termes de technique, c'est clair et net que la France, par rapport à ce que je connais, est un pays très inventif qui mérite qu'on le cite. Malheureusement, il n'y a pas que la technique visuelle à prendre en compte, il y a aussi le scénario, comment il est écrit, comment il est amené, et si je reconnais que là aussi il y a des approches qui sont plus originales que certaines approches conventionnelles qu'on voit aux USA notamment, et il n'en demeure pas moins que il y a, je pense, une rigueur dans l'écriture du scénario et des personnages qui est moins présente qu'aux États-Unis quand on parle vraiment de leurs films les plus connus, hein, les plus notables. Et c'est ce que je pointais en termes de technique. La France, je peux comprendre qu'on la considère comme supérieure. En termes d'œuvre globale, je trouve que c'est un petit cran en dessous. Et je dis pas que c'est un gros cran, hein, un petit cran en dessous, c'est pour appuyer un petit peu la chose. Ce qui amène aussi le fait que, ouais, ces œuvres qui sont assez particulières, qui se démarquent les unes des autres d'un point de vue artistique, on peut pas dire qu'elles sont 100% dues à notre bon vieux pays à nous. Il y a beaucoup des films que je vais citer dans mon top 15 et dans une liste que je vais pas tarder à vous faire partager, qui
n'ont pas été faits que par la France. Ce sont des coproductions, des travaux collectifs faits avec d'autres pays qui sont même pas forcément francophones, hein, on le verra dans certains cas, et dire que c'est seulement la France qui est allouée pour ça, ce serait très chauvin, très chauvin et particulièrement prétentieux. Donc ouais, Cocorico, la France a participé à ces films, ce n'est pas le seul pays à avoir participé à une bonne partie de ces films. Voilà, ça c'est aussi le truc que je tenais à préciser. N'empêche que, étant donné qu'ils ont participé à ces films, ça veut dire que parmi l'équipe qui a produit ces films, il y a des gens de talent qui sont français. Et oui, il y a de quoi être fier de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a apporté à l'industrie du cinéma d'animation. Et c'est un peu ce que je veux célébrer un petit peu avec ce top 15 perso qu'on va avoir. Avant de commencer, cela dit, j'aurai une assez longue liste à partager sur les films d'animation français que je connais, qui sont assez nombreux. J'ai dû en rattraper quelques-uns, parce que c'était des titres qui me tapaient dans l'œil et que je comptais voir un de ces quatre pour faire cette liste en bonne conscience, hein, parce que je me suis senti un petit peu naze de ne pas avoir compté ces films-là, mais globalement, c'est que des films que j'ai appris à découvrir, à connaître, à voir au fur et à mesure dans ma vie, et c'est clairement pas la totalité. Loin s'en faut, je n'ai pas vu tous les films animés français existants. Je suis tombé sur une liste, en faisant une recherche rapide sur Google, de 199 films qui sont donc des coproductions françaises d'animation. Et parmi ça, il y a Arthur et les Minimoys, donc voilà, 199 films de façon un peu leste. Hein. Mais c'est de l'animation par-dessus du décor réel, et en toute sincérité, en termes de technique, c'est pas le plus joli qu'on ait fait. De toute façon, même si je les avais comptés dans la liste, je clair et net que ce serait pas tombé dans le top 15, quoi. Voilà, donc la liste que j'ai réussi à déceler, elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle m'a donné une assez bonne idée du gros de ce qui existe en termes de films animés. Et parmi toute cette liste, j'ai fait le topo de tous les films que j'ai vus au fur et à mesure de ma vie, et je compte faire partager très rapidement mon avis sur chacun d'entre eux très vite, histoire que vous ayez un truc un petit peu complet. Histoire de dire que ouais, les 15 films que vous voyez dans la liste, c'est pas les seuls qui existent que j'ai vus. Hein. Donc on commence dans l'ordre chronologique hein, avec les films Astérix. J'ai vu tous les films Astérix, animés comme non animés, hein, et je compte très certainement voir le dernier qui va sortir cette année, si tout se passe bien. Ça fera le 15e, c'est... ça me donne une idée ça. Mais ouais, j'ai vu tous les films animés, il y a des hauts, des bas. Peut-être que certains de ces films sont dans ma liste, mon top 15. Mais voilà, ce sont des films incontournables que j'ai découverts au fur et à mesure quand j'ai grandi et pour une bonne partie d'entre eux, ça valait le coup. Dans le même ordre d'idée, les films Lucky Luke, hein, il n'y en a pas autant, mais il y a eu quelques films animés. Hein, évidemment, la balade des Dalton que j'ai traité en Disneyfield, Tous à l'Ouest que j'ai vu, que je trouve sympa, sans plus. Hein, c'est pas un niveau sensationnel, mais ça va. Et puis Daisy Town aussi que j'ai regardé. Il m'a pas autant marqué, mais il était dans son patoche. Voilà. Ensuite, nous avons Le Triomphe de Babar. Et j'espère que je ne me trompe pas, parce que c'est le titre que j'ai trouvé. C'est bien l'histoire qui commence, où il raconte à ses enfants une aventure lorsqu'il était roi. Alors, c'est un film dont j'ai un souvenir un peu nébuleux. Babar, c'est un petit peu une figure emblématique de notre pays, hein, j'ai envie de dire. Et ouais, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, hein, c'est sorti en 89, j'ai dû le voir quelques années après, hein, parce que j'avais 3 ans, c'était un petit peu trop tôt, mais quelques années après j'ai vu ce film, et il m'avait bien plu, dans mon souvenir. Mais ça fait un petit moment. J'ai vu beaucoup de gens critiquer ce film et dire que ça a su aborder pas mal de thèmes adultes, et un de ces quatre, ce serait cool de me le revoir. Je pense pas qu'il atteigne le niveau top 15 perso, mais c'est quand même quelque chose. Après, nous avons donc les films de Michel Oslotte, pas tous, j'en ai vu quelques-uns.
Et je vais aller vite, je suis pas fan de son style, voilà, je n'aime pas Kirikou, le premier film, j'ai essayé de voir le deuxième, j'ai pas réussi. Azur et Asmar, le thème est cool et je trouve que le récit a suffisamment de bonnes idées et essaie de faire passer quelque chose de suffisamment bien pour mériter d'être vu, mais est-ce que c'est un des plus grands films de tous les temps? Pas personnellement, non. Et j'ai essayé de voir Deal Lily à Paris, c'est ça, j'ai pas réussi à tenir plus de 10 minutes honnêtement. Hein, peut-être que ça décolle plus par la suite, mais voilà, je n'arrive pas à entrer dans le style de Oslo. C'est pas mon truc. Michel Oslo, ah pour moi, désolé. Après nous avons Kaina. Alors un film que j'ai acheté en DVD, c'est un film fait en images de synthèse, un des tout premiers, si ce n'est peut-être le tout premier film français animé en images de synthèse qui a été fait. Et je trouve que pour l'époque, ça faisait bien le café. J'ai pas un souvenir énorme du scénario, j'aimais bien le concept et jusqu'où ils essayaient d'aller en termes d'instauration de l'univers, mais l'héroïne était sympa sans plus et l'intrigue m'a quitté la tête assez vite après avoir vu le film. Je me souvenir quand même que c'était un film sympathique, mais je pense pas qu'il finirait dans mon top 15 si je me le revoyais, quoi. Ensuite, les triplettes de Belleville, c'est un cas particulier celui-là, parce que j'en ai bouffé ce film, dira-t-on, dans le sens où, je sais pas si vous savez, je vous fais un rapide résumé de ma vie. Hein. J'ai été comédien de théâtre, amateur, hein, pas à un grand niveau, quoi. Je faisais ça en amateur avec des gens qui s'étaient fait une troupe et à un moment donné, le mec qui chargeait d'écrire les pièces s'est dit tiens, et si on adaptait les triplettes de Belleville sauce pièce de théâtre? Et je déconne pas, hein, c'est pas une connerie que je s'invente, hein. On a joué les triplettes de Belleville et je jouais le chien. Ouais. Et croyez ou non, c'est moi qui avais le plus de texte. C'est particulier, hein. Si jamais je trouve une image, j'essaierai de vous la mettre, mais je vous promets rien. Le fait est que cette expérience a fait que j'en ai bouffé des triplettes de Belleville et je vais dire clairement, j'ai beaucoup d'estime pour le style que ça veut se donner. Le récit est trop décousu à cause de ça. Voilà, le style d'animation et le style de narration que ça veut se donner vraiment mettre ce film à part, mais j'avoue que le récit en lui-même, j'ai trouvé très, très plat, honnêtement, facile et pas marquant. Mais oui, c'est un délire, si on entre dans ce délire à fond, je peux aisément comprendre qu'on adore ce film, quoi. Ensuite, nous avons Les Enfants de la Pluie, j'ai fait toute une critique là-dessus. J'adore la première moitié, la deuxième, je la trouve passable. Malheureusement, c'est dommage, on aurait pu faire bien mieux. Mais pour ce que ça propose, pour l'univers que ça crée, c'est quand même de la bonne qualité et ça mérite d'être vu, sincèrement. La prophétie des grenouilles, je vais pas faire des contents avec ça, mais j'ai pas aimé. Je trouve que le ton est stupidement enfantin. Il y a une façon enfantine, intelligente de faire les choses. Là, c'est une façon enfantine, stupide de faire les choses, puisqu'on traite tous les sujets à la légère, avec une dérision ridicule, ce qui fait que, ok, si c'est juste une grosse blague, je peux peut-être comprendre, mais ça essaye de faire passer un message, ça essaye de traiter de thématiques graves dans cette espèce de revisite de l'histoire de l'Arche de Noé, et ça m'a pas du tout fait tilter, quoi. Hein. Ça m'a juste gonflé de voir ce film. Donc, ouais, pas aimé. Désolé. Ensuite, nous avons le film Pollux de 2005. Je sais pas quelle mouche m'a pris quand j'ai décidé de le regarder, peu de temps après sa sortie. Mais moi, je l'ai regardé et je suis salé. Hein, pour un petit film pour enfants comme ça, la 3D passée, le doublage était acceptable. Ouais, j'ai jamais vraiment grandement suivi le Manège Enchanté enfant, donc j'avais pas vraiment cette attache nostalgique. Mais voilà, c'est pour un petit film pour enfants, c'était pas non plus insultant, et ça essayait quand même de raconter quelque chose d'à peu près solide avec sa prémisse.
Ça va pas énormément marqué, mais ça se regardait. Et d'après ce que j'ai compris, le remontage avec la version anglaise est dégueulasse. Grâce à Hervé Weinstein, donc merci à lui. En tout cas, bon, c'est pas comme si ils avaient gâché un film mirifique, mais bon, si je regarde, et honnêtement, si, étant donné que c'est un film qui veut vraiment être dirigé envers les enfants, je trouve qu'il a ses mérites, vraiment ses mérites. Ensuite, nous avons Pinocchio le robot. J'ai regardé cette merde, je sais plus trop quand, parce que le concept, vraiment de base, me paraissait très sympathique dans l'idée. C'est-à-dire que on prend le principe de Pinocchio, seulement on adapte ça à la sauce vraiment futuriste. C'est plus un pantin de bois, c'est un robot. Et donc on va essayer d'aborder la chose avec une approche plus moderne, où on essaiera de le mettre en place, mettre en face de choses moins contes de fées, dira-t-on, plus futuristes. C'était très cool dans l'idée, ça a été torché, ça a été chié, hein. Les développements se font n'importe comment, la façon dont notre héros passe d'un camp à l'autre, d'une idée à l'autre, mais c'est ultra volatile, c'est très mal fichu. C'est un mauvais film, hein. Pas agréable à regarder. La Reine Soleil, donc c'est un de ces films que j'ai essayé de découvrir récemment, et c'est très typique. C'est l'histoire de la fille et du mec qui supportent pas, qui sont un petit peu forcés de vivre une aventure ensemble avec une espèce d'histoire de fin du monde qui risque d'arriver, tout ça, tout ça. Et à aucun moment j'ai été grandement pris par une quelconque audace de récit ou de narration. C'était très très convenu, ultra convenu. Et ouais, c'est pas ultra marquant, mais ça peut se regarder comme ça, hein, si on a du temps à perdre. Ensuite, Igor. C'est un film franco-états-unien, et on verra que c'est pas le seul de cette liste. Donc ouais, ça m'a surpris aussi quand j'ai vu dans cette liste, mais oui, c'est partiellement français ce truc-là. Et ouais, le concept de base de faire qu'Igor soit celui qui crée une créature et qu'il se lie avec elle, ça aurait pu être cool, mais la mise en scène était plate et ce film était assez chiant à regarder. Honnêtement, j'en garde pas un souvenir énorme, hein. C'était plat, tout simplement. La véritable histoire du Chaboté, j'en ai déjà parlé, il fait partie de mon top 15 des pires films que j'ai vus, et je ne veux pas en dire plus, hein. Allez voir le top 15 en question. Après, nous avons tout le catalogue, à peu de choses près, Illumination, parce que, semble-t-il, hein, peut-être que j'ai mal suivi l'info, mais c'est une société de production franco-états-unienne. Donc, c'était les mignons, le Lorax, tout ça, bah, c'est en partie grâce à nous, quoi. Je suis fier. Donc, j'ai pas vu tous les films Illumination, j'en ai vu pas mal, trop, j'en ai vu trop. Hein. C'est un studio que je respecte tellement pas. Donc, j'estime en avoir déjà parlé suffisamment avant. Un monstre à Paris. C'est intéressant, parce que ça commençait bien, vraiment, avec cette espèce d'approche très artistique, très musicale, de ce monstre qui s'échappe de son laboratoire, qu'on doit retrouver, et qui essaye de trouver une place qui ne peut s'adresser aux autres qu'en chantant. Mais une fois qu'on passe la chose, et qu'on atteint les deux derniers tiers, le déroulé est pour vrai. En fait, j'irais même dire qu'il est très amateur. Je trouve que la façon dont on fait s'enchaîner les événements pour amener à cette espèce de conclusion un peu facile, un coup de t'as cru que j'étais mort aussi, hein, un beau truc comme ça, de gros méchants à blâmer, mon cul, c'était grossier et pas bien pensé, c'était mal amené, quoi. C'est dommage parce qu'il y a une patte artistique, c'est vrai, hein, mais Vanessa Paradis chante bien, ils ont une très belle voix chacun l'un l'autre et ils se complètent très bien, mais c'est pas des grands acteurs en dehors de ça. Après M, il joue pas réellement, il chante, hein. Il ne fait que chanter ce personnage, donc si ça avait été mieux géré dans le ton, dans la façon d'amener
les développements, ça aurait pu être marquant, mais tel quel, c'est tout juste correct. Tout juste correct. Vous auriez pu faire bien mieux que ça, pour moi. Ensuite, nous avons Jacques et la mécanique du cœur. J'ai pas réussi à entrer dedans. Je peux pas vraiment juger ce film hein, comme un tout, parce que j'ai essayé de suivre pendant les 30 premières minutes, mais la façon un peu à la va comme je te pousse qu'on a de mettre en avant les personnages, les enjeux, l'univers, et cette façon complètement à l'ouest, complètement space, d'envisager les relations comme si c'était comme ça qu'il fallait les envisager, j'ai eu beaucoup trop de mal. Je suis pas arrivé à entrer dedans. Donc j'ai pas été pris dans la sauce, quoi, si j'ose dire. C'est ce qui fait que ouais, j'ai pas vu ça jusqu'au bout et j'ai pas plus de choses à en dire. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont fans de ce film. Après, nous avons Le Chant de la Mer. C'est un film qui a vraiment pas passé loin d'être dans le top 15. C'est fait par une compagnie dont j'aurais dû noter le nom parce que j'ai beaucoup de respect pour cette compagnie. J'essaierai de m'en souvenir et de la rajouter en texte. Qui a fait deux autres films qui sont dans mon top 15. Et ouais, Le Chant de la Mer, si c'est le plus faible du lot pour moi, le moins fort, c'est que ça démarre superbe. Vraiment, le début est très joli, il y a quelque chose de vraiment magnifique et d'assez touchant, un peu poignant dans cette relation frère-sœur où le premier en veut à l'autre parce que dans sa tête, c'est elle qui est la cause de la mort de sa mère. Hein, elle est morte peu de temps après avoir accouché et il y a quelque chose d'assez fort là-dedans dans cette relation frère-sœur particulière entre ces deux jeunes enfants qui marche très bien. Mais une fois qu'on entre dans le vif du sujet avec l'intrigue qui vient, ça part sur tout le délire conte de fées et la logique beaucoup trop forcée, beaucoup trop foireuse, beaucoup trop ah ça arrange bien, c'est facile. Il y a beaucoup de trucs comme ça où tu te dis heureusement que ça tombe comme ça pour vous arranger quoi. Et vous voyez, il y a certains choix artistiques que j'ai vraiment pas compris. Vraiment pas compris, hein, comme le fait que les créatures magiques sur lesquelles nos héros tombent, ce sont des copiés, des designs des personnages qu'ils connaissent dans leur vie plus normale. Alors que on dit bien de façon super claire que c'est pas un rêve, hein, ça se passe pour de vrai. Donc je comprends pas, c'est pas eux qui se font un délire dans leur tête où ils font un parallèle entre les personnages. Non, c'est bizarre ce choix-là, je trouve, vraiment. Mais bon, pour autant que je m'en plains, il y a quand même une très très belle relation centrale. L'imagerie est magnifique, comme ce studio en fait tout le temps, c'est magnifique. Et ouais, il y a suffisamment de moments touchants et jolis entre nos personnages pour que c'est un film qui vaut le détour. Vraiment, hein, c'est un film qui vaut le détour. Ben ensuite nous avons 108 Rois Démons, un film en image de synthèse passable, visuellement passable, hein. C'est pas un des plus inspirés hein, à ce niveau-là. Et ça suivait. Honnêtement, j'en garde pas un souvenir particulièrement marquant. C'est deux enfants qui sont pris dans une guerre où ils se finiront par être du côté de toute une armée de gens hauts en couleur et qui essaieront un petit peu de blouser les pouvoirs un peu méchants en place. Et ça va. Les idées, le développement sont bien faits. Après, c'est pas non plus très recherché dans la mise en scène, dans le poids de ce qui signifie ci et ça, et beaucoup de choses s'enchaînent un peu vite. Mais ça suit, c'est correct. C'est correct comme film. Hein. Après, nous avons Moon, le gardien de la lune. C'est aussi un film bien sympathique, qui est pas passé loin de mon top 15. De justesse, parce que je trouve que ça reste un peu trop safe, dira-t-on. L'animation 3D est très bien faite, la fluidité de la narration est bonne, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le personnage, sans être ultra marquant, c'est quand même sympathique. C'est bien, hein, vraiment, c'est de la bonne qualité, mais j'ai pas décelé grand chose qui me fasse dire
voilà un film qui se démarque. Voilà un film qui a ce petit plus sensationnel et qui fait que je vais me souvenir à fond de lui. C'est ça le truc que j'aurais à dire de Mune. Mais c'est un bon visuel, hein, c'est sympathique. Phantom Boy, le concept est cool, il y a certains moments intéressants d'échange par rapport au fait que ce gamin qui est à l'hôpital puisse prendre une forme fantomatique pour aider un inspecteur de police. Après, ça part sur un ton vraiment ridicule dans la façon dont on met en place le grand méchant, les conflits à gérer, certaines excuses qui sont faites, certains comme par hasard. C'est pas mauvais, c'est un film pas mal, mais je trouve que ça aurait mérité plus de rigueur une fois de plus dans l'écriture. Je sais que c'est une critique qui se répète, mais voilà, je trouve que la rigueur dans l'écriture, amener de façon fluide ces développements, ça doit être une des marques d'un film qui se respecte. Et il y en a un peu trop leste là-dessus. D'autant plus que, autant l'approche artistique, visuelle était intéressante, autant je trouve qu'ils ont été un peu paresseuses dans l'expression de certains personnages, quoi. Une partie du temps, c'était juste en... l'expression impassible alors qu'il se passe des trucs assez graves et c'était un peu trop, un petit peu trop. C'est le petit détail en plus pour chier dessus, mais il est pas mal, il est vraiment pas mal. Le concept est cool, il y a pas mal de moments intéressants et l'humour passe bien, mais est-ce que c'est un des plus grands? Pas pour moi. Ensuite, Dofus livre 1. Je me suis parti là-dessus là aussi. Excellente animation, base de scénario excellente. Vous passez les 2 tiers de votre temps à faire des gags au-dessous de la ceinture. Comment vous voulez que je considère ça comme étant anodin? C'est du foutage de gueule pour moi, je suis désolé. Donc ça n'aide malheureusement pas à faire que je considère grandement ce film. En dépit du fait qu'il avait le potentiel d'être un super film. Mais un potentiel, ça suffit pas. Désolé. Si vous pouviez vraiment lâcher énormément de lest sur vos gags en dessous de la ceinture et vous centrer à développer de façon notable et satisfaisante vos personnages sans faire ça, ce serait cool, s'il vous plaît. Hein? Parce que c'est pas ça qui me fera avoir beaucoup d'estime pour Ankama. Je suis désolé. Ensuite, La Tortue Rouge, qui est une coproduction franco-japonaise, puisque c'est un film des studios Ghibli, et ce qui est cool. Alors, artistiquement, c'est bien fichu, il y a une ambiance particulière qui se crée, parce que c'est un film sans dialogue. Hein, les seuls dialogues qu'il y a, c'est voilà, il y a quelques petits râles, quelques petites expressions, mais il n'y a aucun dialogue dans ce film, et ouais, c'est très intéressant comme approche. Seulement, voilà, je vais le dire, c'est super intéressant pour appuyer le côté artistique, exacerber les émotions sans aller dans la complexité du langage, tout simplement nous faire ressentir ça à travers les expressions, le geste, c'est très bon, mais ça finit par s'épuiser quand on fait s'étendre ça trop longtemps. Ce qui fait que ça marche nickel pour des courts-métrages de 15 minutes ou moins, c'est le fait que ça dure 15 minutes ou moins. C'est le fait que ça ne s'étend pas trop, que ça arrive à ne pas s'épuiser. Mais quand on s'étend sur 1 h 15, là-dessus, je suis désolé, c'est 25 minutes de trop. Hein. Pour moi, c'est 25 minutes de trop. Il y a beaucoup de moments qui m'ont donné l'impression qu'on aurait pu les sauter sans que ça change absolument rien au récit et au développement de notre héros et de sa rencontre avec cette fameuse tortue rouge et de la saga un petit peu qui va se faire avec ça. Et oui, on s'étendait trop sur certains moments, on aurait pu aller un tout petit peu plus vite en conservant ça. Le problème de ce film, c'est tout simplement que c'est un long métrage. Ça aurait été un moyen métrage de 35-40 minutes, je pense que j'aurais eu beaucoup de plaisir à le voir, mais ça s'est étendu trop longtemps et vous voyez, je me suis surpris à soupirer à plusieurs moments parce que ça c'était trop long pour ce que c'était. Mais ça reste une très bonne approche artistique, quelque chose que je ne regrette pas d'avoir vu, c'est juste un petit peu trop... un petit peu trop étendu. Ensuite, nous avons Ballerina, un petit film correct. Sur la success story d'une jeune fille qui vient à Paris pour devenir ballerine et qui y arrivera
via pas mal de facilités qui arrangent le scénario. Et le personnage, ça va. Le développement repose sur pas mal de légèreté, de facilité, un peu facile, mais j'ai vu pire. Ça passait très correctement. C'est pas le plus marquant. Hein, il y a quelques moments un peu trop grossiers pour que ce soit parmi la crème de la crème, mais c'est un petit film qui se regarde quoi. Après, Sahara, une déception, et surtout quand on voit le potentiel de ce qu'on pouvait faire à un moment. Parce que bon, je me souviens avoir vu la bande-annonce de Sahara, et ça promettait une espèce d'histoire d'amour entre deux serpents, ce qui en soi est pas mal, parce que c'est pas tous les jours qu'on se centre sur des serpents en tant qu'animaux anthropomorphes. Hein. J'ai pas souvenir qu'on ait eu ça avant, hein. N'hésitez pas à me reprendre, mais voilà, à part dans The Wild, où un de nos persos récurrents était un serpent, on appuyait pas souvent des persos héros serpents. Donc j'avoue que le concept me plaisait bien, mais ça partait direct sur des tonnes de clichés faciles et ça ne savait pas se centrer sur une chose. Ça s'était centré sur une chose de façon claire, ça aurait pu être un petit film bien sans plus, mais non, ça arrêtait pas de passer d'un cas à l'autre, de changer euh, de centre d'intérêt, de centre d'attention, et au bout du compte, se retrouvait un film un petit peu trop foutoir, qui racontait quelque chose de pas marquant, tout simplement. Rien d'impactant, malheureusement. Playmobil, le film, c'est un film français. Ouais, et bon, techniquement, il y a du live action, mais c'est quand même 90% plus que ça de l'animation, hein, puisque ça essaye de reprendre de façon assez évidente la formule du film Lego. Alors, la formule de façon mais très basique, c'est-à-dire on a des êtres humains normaux et on a une intrigue en parallèle dans un monde de jouets particuliers, donc Play-Doh, Lego, Playmobil, tout ça, tout ça. Voilà, et après, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le cas du film Lego, il y avait tout un côté, pas cassage du quatrième dur, comment on peut dire ça, conscient de la différence entre le monde live action et le monde animé. C'est-à-dire qu'on faisait bien la différence entre les deux, alors que dans le cas de Playmobil, le film, bah, c'est juste deux personnages de notre monde qui se retrouvent propulsés dans les corps de Playmobil et qui doivent vivre des tas d'aventures pour se retrouver dans ce monde-là, quoi. Ça va, c'est correct, hein. C'est pas original pour un sou, ça casse pas des briques, les chansons sont sympatoches, les personnages passent, ça va. Pas de quoi en faire un foin, et je trouve que les gens qui ont chié sur ce film à ce point, comme quoi c'était un plagiat éhonté du film Lego, la grande aventure Lego, je sais pas ce que vous avez fumé, quoi. C'est vraiment le concept de bazounette qui est repris, et après... ça se sentait clairement qu'ils ont fait ce film Playmobil parce que le film La Grande Aventure Lego a eu du succès, mais ils ont quand même essayé de partir sur des directions qui différaient de façon très notable, quoi. Donc voilà, c'est pas un film qui mérite d'être grandement remémoré, mais qui ne méritait pas de se faire chier dessus à ce point, je trouve. Hein, il se regarde. Voilà, il se regarde pour moi. Et pour terminer, nous avons la fameuse invasion des ours en Sicile dans cette liste. Alors les 15 autres... que je n'ai pas cités sont bien entendu dans le top 15, hein, évidemment. Là, je cite que ceux qui ne sont pas dans mon top 15. Hein. Si vous pensez que j'en oublie, bah, si ça se trouve, ils iront dans le top 15. La fameuse invasion des ours en Sicile, qui m'intéressait un petit peu et qui m'a suffisamment satisfait. Il était bien, sans plus, ce film. Le ton était un peu trop simplet par moment pour mériter que ce film soit parmi le panthéon de ce que l'animation française a fait en ce qui me concerne. Voilà, le ton enfantin qu'on met en place pour raconter une histoire qui est de base quand même assez grave, il y a des décisions, des conséquences qui sont assez graves, et pour moi en tout cas, on ne peut pas utiliser un ton enfantin pour tout et n'importe quoi. Parce que les ours sont clairement une métaphore d'une autre race qu'on doit accueillir. Et il y a
vraiment une approche très intéressante en deux parties. Hein. Vraiment, hein, il est pas loin de mon top 15, celui-là non plus, mais voilà, ça manque un peu trop de rigueur dans le ton. Parce qu'on fait vraiment ça en deux fois, hein, tu te dis que ça se termine, mais non, il y a un épilogue, et on le raconte, hein, il est long cet épilogue. C'est très intéressant cette approche-là, mais ça manquait un tout petit peu trop de rigueur, une fois de plus, pour être parmi le meilleur du meilleur. Mais bon, voilà qui fait un petit peu le topo de ce que j'ai vu, sans compter évidemment ce qu'on va voir tout de suite, mon top 15 personnel des meilleurs films animés français, partiellement. Numéro 15, j'ai perdu mon corps. Pour les deux derniers setlists, on va avoir des soucis similaires qui font que je pense que ça aurait été bien mieux si ça n'avait pas été des films animés. Je sais que c'est paradoxal de dire ça, parce que ça raconte quelque chose de bien, et dans le cas de J'ai perdu mon corps, l'animation fait quand même pas mal de merveilles à quelques moments. Parce que au début, on nous piège à nous faire croire qu'on va suivre une main qui essaye de retrouver son corps, et ça va représenter quoi ? Un cinquième du film, hein, sachant que les 4 autres cinquièmes, on va suivre donc un jeune de notre époque moderne à nous, hein. Donc c'est très moderne, ça ose montrer du sexe de façon un peu casual, c'est-à-dire voilà quoi, le sexe existe, on n'hésite pas à employer des gros mots comme des jeunes le feraient nonchalamment également, ce genre de choses. Ça essaie vraiment de dépeindre la vie moderne de notre époque actuelle, qui est assez fraîche, parce que c'est vrai que c'est pas tous les films animés qui font ça. J'ai pas vu des masses de films animés faire ça. J'avoue que c'est assez frais. Et donc on va majoritairement suivre donc un jeune qui avait des aspirations quand il était petit, mais qui se retrouve dans le vrai monde alors que il commence à être un tout petit peu adulte et qu'il a besoin d'argent pour vivre, tout simplement. Il va y avoir tout un tas de circonstances qui l'amèneront à quitter son job, à se proposer à faire un autre job, et à faire la rencontre d'une fille via donc certaines circonstances qui sont un petit peu jolies, un peu discutables à un moment donné. Je me demandais si on n'allait pas adresser le problème de l'approche de notre héros central, mais on l'adresse, et donc j'étais très content de voir ça. On adressait le problème qu'il y avait derrière l'approche de notre héros central, et oui, on appuyait un message plutôt fort sur l'idée que ce qui vous tombe dessus, on peut voir ça comme une fatalité, mais on peut peut-être essayer, espérer changer la destinée, en fait. Hein, c'est un petit peu vers quoi ça part à la fin. Hein, avec un résultat, je vous garde la surprise. C'est plutôt bien fait. J'ai eu un petit peu de mal à accrocher à ça au début, mais une fois que je rentre dedans, c'était cool. Et à côté de ça, il y avait donc ce voyage de la main vers son corps, et tu te demandais un petit peu le lien, tu te faisais quelques hypothèses, et en faisant quelques hypothèses, on tombe sur une qui est assez juste. Hein. J'ai pas été grandement surpris, hein. C'était une bonne révélation, mais c'était pas non plus été grandement surpris de la révélation sur d'où provient cette main. Et le problème avec ça, parce que j'aime beaucoup, comme je dis, l'animation et la mise en scène de cette main qui est toute seule à se retrouver à lutter contre les différentes rencontres qu'il fait, que ce soit les rats ou les gens qui ont peur de lui, enfin qui pensent que c'est quelque chose, parce qu'on joue aussi intelligemment sur le fait que personne ne voit une main vivante réellement. Personne de vraiment conscient parmi nos humains, donc c'est plutôt pas mal. C'est très bien fait. Le problème, c'est que à la fin, quand on révèle ça, je me pose la question, et alors ? Qu'est-ce que ça a apporté au récit central de se centrer sur cette main, en fait ? Cette main, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, et on aurait pu trouver une autre excuse pour amener notre héros à finir comme il finit à un moment donné, sans passer par là. Ce qui fait que ça fait un peu remplissage artistique.
voyez-vous, ce truc-là, pas un mauvais, hein, j'avoue que je garde quand même un bon souvenir de ça, mais un peu remplissage artistique, cette main. Et globalement, ce qui est intéressant, en fin de compte, ce qui est à retenir de cette histoire, ben, c'est juste comment notre héros central va évoluer de ses choix, des drames qui lui tombent dessus. Et c'est bien, c'est bien fichu, et je suis sûr qu'énormément de films live action français feraient la même chose que ça. Mais je veux pas nier une seule seconde que c'est bien fait, c'est bien fait. Disons juste que je pense que sous de meilleures circonstances, si on avait mieux appuyé le rôle de la main une fois la révélation passée, ça aurait pu me marquer plus. Mais c'est un film avec beaucoup de mérite et je comprends les gens qui disent avoir été touchés par ça parce que ça ose raconter quelque chose de bon et ça ose, et c'est un truc que je respecte beaucoup, mettre en place dans un film animé quelque chose de très humain qui peut être parfois vulgaire, parfois froid et dur, et c'est bon, hein, ça c'est bon à voir, c'est rafraîchissant. Numéro 14, ma vie de courgette. Même ordre d'idée donc. J'ai déjà fait toute une critique sur ce film, donc je ne vais pas m'étendre 50 ans. Le propos est assez fort, assez joli. Le fait de suivre ces enfants qui ont été traumatisés par quelque chose, qui ont été un peu abandonnés, qui sentent le besoin de nouer des liens malgré tout, est vraiment poignante et très, très touchante par moments. L'animation, je la trouve pas géniale. Et je trouve qu'elle apporte rien parce que ça aurait été exactement la même mise en scène si on avait fait ça avec des acteurs normaux. C'est pas comme si on avait pris des actrices professionnelles, des comédiennes de doublage professionnelles âgées pour doubler une partie de nos personnages. Ils ont été doublés par de vrais enfants, donc même ça, vous jouez pas là-dessus pour faire passer ça plus naturellement. Enfin, naturellement, de façon plus fluide. Donc, ça portait quoi de faire de l'animation stop motion, à part que le réalisateur voulait faire de l'animation stop motion. Tant mieux pour lui. Ça change rien au fait que ce que ça raconte est très beau. Je ne nie pas une seule seconde. C'est un film que j'ai été très agréablement surpris de découvrir et qui vaut le coup d'œil largement. Numéro 13 et 12, les 12 travaux d'Astérix, et Astérix est le domaine des dieux. 2 en 1, c'est fait. Alors, ce sont mes 2 films Astérix préférés, et pour des raisons assez différentes. Hein. Les 12 travaux d'Astérix, c'est vraiment une anthologie presque des capacités de nos 2 protagonistes. Tout simplement, d'Astérix comme d'Obélix, l'un qui sait être malin, l'autre qui sait être fort, comment on peut essayer de jouer sur leur perception, et comment on peut un peu se moquer de certains défis qu'ils rencontrent, tout en ne désavouant pas la difficulté de certains de ces défis-là. La maison qui rend fou, par exemple, je pense que c'est facilement le meilleur moment qui a été fait pour déstabiliser Astérix et Obélix. Hein. Ils ont failli se faire avoir là, hein. Vraiment, c'est une très bonne illustration de la dynamique de nos 2 personnages, de ce qu'ils peuvent faire, et c'est vraiment une aventure qui s'enchaîne au fur et à mesure, où le fil conducteur est facile, mais où il y a quelque chose de vraiment efficace et prenant. Vraiment. C'est très simple dans l'approche, mais très rondement mené, ce qui fait que ça marque vraiment. Et Astérix, le domaine des dieux, donc le film assez récent, réalisé par Alexandre Astier, c'est une adaptation d'une de mes BD préférées d'Astérix. Oui, facilement dans mon top 3, je dirais. Hein. C'est une des histoires les mieux pensées, où une fois de plus, on a conscience que s'attaquer directement de front aux Gaulois, ça ne marche pas. Donc on va essayer de les avoir par le mental. Et voilà, c'est une approche très intéressante où nos Gaulois vont se faire un petit peu avoir par l'approche subtile romaine, où Astérix essaiera de lutter contre ça, mais ce ne sera pas facile. Et avec, un peu comme pour le film Astérix et Cléopâtre, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, des tonnes de
d'approche de ton comique à la Alexandre Astier disséminé là-dedans. Et je trouve que c'est très bien rendu. Je trouve que ça rend grandement hommage à la BD et son récit. Et je trouve qu'il sait plutôt bien incruster ces petits détails comiques Alexandre Astier là-dedans. Le fait de vouloir un petit peu américaniser ça, je dis pas que ça m'a pas un chouïa gêné à 2-3 moments, mais c'était assez anodin et ça rendait le récit fluide, personnellement. Le côté plus film Disney qu'on a essayé de donner au film suivant m'a un peu plus gêné, je vous cache pas, mais en soi ça reste un très bon film celui-là, c'est mon Astérix préféré, et le suivant aussi, il était pas mal, mais bon, hein, Astérix et le domaine des dieux, c'est mon Astérix préféré. Numéro 11, Interstellar 5555. C'est l'approche de Fantasia faite avec un vrai but narratif en tête. À nouveau, l'approche de Fantasia, je vais pas dire une seule seconde que vous avez tort d'adorer ce film, je comprends aisément ce qui fait que vous êtes attiré par l'approche artistique du film. Mais pour moi, une œuvre filmique, pour qu'elle marche, pour qu'elle ait un impact vraiment particulier pour moi, il faut qu'elle raconte quelque chose. Vraiment, hein, qu'elle ait un récit un tant soit peu profond et recherché. Et dira-t-on que dans Fantasia, premier du nom, même dans le deuxième, hein, c'est un petit peu mieux dans le deuxième, mais c'est pas non plus comme si c'était ultra recherché, dans Fantasia, premier du nom, c'est plus une excuse pour illustrer la musique. Alors que dans Interstellar 5555, la musique de Daft Punk est superbe, j'aime beaucoup Daft Punk, c'est la musique qui me plaît beaucoup, et chaque morceau a son histoire à raconter avec les mêmes animateurs que pour la série Albator, donc c'est pas c'est pas du dessinateur de merde, là, c'est du haut niveau, et qui raconte quelque chose qui, si on le voit comme ça, a quelques petits points bancaux. Bancal, je sais pas si on dit banco au pluriel pour bancal, je sais pas. C'est clair et net que c'est pas le récit le plus fluide qui va, mais l'approche, je la trouve tellement bien foutue et tellement satisfaisante à plusieurs moments dans la façon de permettre à chaque clip musical d'être un échelon de plus, une marge de plus vers un récit filé. Je trouve ça tellement bien fichu et tellement fort que je peux un petit peu passer outre les soucis de narration un peu facile, un peu discutable qui en découlent. C'est vraiment une approche artistique qui me plaît beaucoup et c'est un film que j'ai pris plaisir à voir pour l'approche musicale et comment ça s'incruste dans un récit recherché. Numéro 10, Ernest et Célestine. Je viens de le traiter. Je trouve toujours que c'est très mignon cette approche enfantine assumée qui ne va pas jusqu'au ridicule pour la plupart du temps et qui permet vraiment de dépeindre une relation amicale entre un ours et une souris de façon très jolie, très choupi, mignon tout plein. Je vais pas en dire plus. Si vous n'avez pas vu ma critique qui est sortie hier, bah, allez la voir, hein. Ah, comme ça, vous en saurez plus. Numéro 9, Brendan et le secret de Kells. Là aussi, je l'ai critiqué. Ah, c'est pratique cette liste au bout d'un moment, hein. J'ai perdu du temps avec les mentions honorables au début, mais là, maintenant... Tranquille, il y a une partie de ce film que j'ai déjà traité en Disney, ça fait plaisir, hein, donc... voilà, j'aime énormément l'approche visuelle, punaise, tellement beau. Ce studio est tellement bon pour faire son visuel, quoi. Ça fait partie des styles de dessin et d'animation qui me transportent le plus, hein, je déconne pas. Et oui, ce que ça raconte, ça reste bon aussi, hein. Là, on a une espèce de vision de la foi qui diffère d'une figure d'autorité à l'autre et comment notre héros est pris dedans. J'ai quelques problèmes sur la façon dont on se défait un peu rapidement de certaines choses, de quelques parenthèses un peu, un peu trop inutiles pour moi, je suis désolé. Mais n'empêche que l'approche,
les nombreux moments de personnages, la dualité entre ces deux figures d'autorité et comment notre héros central le perçoit, c'est du très bon. C'est du très bon. C'est un film qui vaut largement le coup d'œil pour moi. Numéro 8, Le chat du rabbin. Je suis pas super fan du style artistique. Et tant qu'à faire, histoire d'en finir sur les points négatifs, je trouve que ça se termine en queue de poisson. Mais vraiment, si vous aviez aucune idée de comment terminer ça, puis vous avez une dernière déclaration du chat, et puis merci bah, Star Wars. La fin n'a rien de conclusif en fait, c'est un truc un petit peu gênant, je vous cache pas. Il y a vraiment rien de conclusif dans cette fin. En dehors de ça, j'aime énormément cette approche de comment traiter les considérations religieuses à travers les yeux d'un chat. On a un rabbin qui fait une sorte de pèlerinage et son chat qui le suit avec ses considérations à lui qui sont plus terre à terre, hein, considérations de chat, et comment ces rencontres le définissent ce rabbin, comment le chat y réagit et comment tout simplement on montre la diversité ethnique, culturelle et le message un peu pacifique qu'il y a derrière. Quand un rabbin et un imam se rencontrent et le font de façon pacifique, il y a quelque chose d'assez joli, il y a vraiment une approche, une tendance à vouloir prôner la paix, la bonne parole, que la base des œuvres de ces religions essaye de faire passer. Mais il y a quand même cette reconnaissance que il y a des gens qui les dévient, ces textes-là, et qui les considèrent comme étant plus pro-violence. Et ça essaye vraiment de montrer ce truc qui commence à devenir un petit peu ringard, du pas d'amalgame, si j'ose dire, de ne pas simplement bêtement juger quelqu'un sur sa croyance et de se rendre compte que la religion, si elle est portée par des gens bien, peut amener des bonnes choses, de bonnes considérations, et que être de religion différente ne veut pas dire qu'on doit se taper sur la gueule. Avoir des croyances différentes ne veut pas dire qu'on doit se taper sur la gueule. Et ça le fait avec une certaine justesse, sans en faire des caisses. C'est bien rendu, très bien fichu à ce niveau-là. Et tout ça à travers les yeux, comme je l'ai dit, d'un chat qui suit un petit peu cette expédition et qui a ses petites remarques à lui, très précises, doublées par François Morel. Il le rend très bien. J'ai bien aimé, c'est un film très solide, juste à beaucoup de moments pour moi, qui rend vraiment bien. Et j'aimerais en voir plus souvent des comme ça, pour me changer les idées de ces films qui essayent de faire de la fantaisie un peu facile. J'aime beaucoup ça, mais voilà, de temps en temps changer un petit peu par rapport à ça. Et qui ne part pas dans la politique de l'autruche où on s'enterre la tête sous le sable pour dire qu'il n'y a rien à déplorer, il y a des choses à déplorer, mais c'est pas ce sur quoi on veut se centrer. On veut montrer qu'il y a autre chose que ça. C'est une bonne chose. C'est un bon état d'esprit qui ravigore un petit peu quand on voit ça. Numéro 7, Le Petit Prince, film récent, qui mélange donc deux styles d'animation, donc un style très propre d'image de synthèse, un style de stop motion pour le récit du Petit Prince qui passe. Et une fois de plus, même si je suis pas le plus fan du monde du style stop motion, je reconnais tout de même que c'est bien pensé d'alterner entre les deux styles pour passer de notre monde un petit peu plus réel, terre à nous, et à ce récit, tout simplement. Il y a quelque chose d'assez bon là-dedans, et lorsqu'on fait le lien à la fin, j'ai toujours interprété ça, en tout cas peut-être que j'ai mal vu ce film à ce moment-là, comme notre héroïne qui se fait une idée de comment elle interagirait dans ce monde du Petit Prince. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que le conte du Petit Prince, c'est pas non plus ce que je qualifierais à la base de quelque chose d'ultra agrippant pour moi, mais l'incorporer dans un contexte plus parlant,
actuelle d'aujourd'hui et essayer de tirer certaines leçons de ça sur l'ouverture d'esprit à l'imagination, je trouve que c'est intéressant et plutôt intelligemment amené. Il y a quelque chose qui passe très bien là-dedans. Et ouais, ce personnage de petite fille qui au début essaye d'être vraiment sérieuse, de tout planifier, de penser à tout ce qui doit se passer dans sa vie, qui apprend à se relâcher un petit peu grâce à sa rencontre avec ce vieil homme un petit peu farfelu à côté de chez elle. Ça, il y a quelque chose de mignon là-dedans qui en découle vraiment. Numéro 6, Chasseur de dragons. Je n'ai pas vu la série. Je tiens à m'excuser, il faudrait que je rattrape ça, un de ces quatre. Mais j'ai regardé le film comme ça, sur un coup de tête, je me dis oh, pourquoi pas, qu'est-ce que ça peut bien valoir. Et j'ai été assez soufflé de voir que ça m'a énormément agrippé. De montrer que ouais, il y a une dynamique assez comique entre nos personnages, et ces deux gars, chasseurs de dragons, et cette petite fille qui s'incruste, sans être une chipie insupportable, quoi. Elle a suffisamment de personnalité et de légère maturité pour que ce soit pas juste la petite fille qui emmerde le monde en voulant faire son intéressante. Cette relation qui se noue, comment nos personnages considèrent leurs obligations en tant que chasseur de dragons. Il y en a un qui voit ça juste comme une paye, un moyen de se faire payer, et l'autre vraiment comme un devoir. C'est intéressant pour appuyer le caractère de ces personnages-là, et j'avoue que le conflit de fin, le jeu sur l'échelle était assez à couper le souffle. Hein. Honnêtement, ça m'a largement plus marqué que la majorité des conflits dans la saga Dragon de DreamWorks, personnellement. mais voilà, je trouve que c'est un film qui, indépendamment, se voit très bien. Et pour quelqu'un qui n'ait pas suivi la série de base, c'est quelque chose de très fort. Hein. Ça m'a donné un petit peu envie de m'essayer à la série, et un de ces quatre, il faudra vraiment que je le fasse parce que ça commence à faire un moment, quoi. Voilà, très bon film, bien fichu, aventure bien rendue, des personnages en couleur qui marquent bien, qui sont sympathiques, du très bon, du très bon. Numéro 5, Avril et le monde truqué, un film que j'ai décidé de découvrir très récemment, il y a quelques jours en fait. Ça fait une semaine que je l'ai vu, voilà, une semaine que je l'ai vu, j'ai essayé de peser un petit peu le pour et le contre pour me faire l'idée, mais ouais, en me faisant un peu le topo, je le situerai numéro 5, quoi. Tellement il m'a plu celui-là. Avril et le monde truqué est une uchronie sur ce qui se serait passé si Napoléon, la famille Napoléon, avait gardé le pouvoir et si l'électricité n'avait pas vu le jour tout de suite. On se retrouve dans un cas très particulier de SF, parce que c'est de la SF, et je pense que je peux le dire tout de suite, le seul problème un petit peu important que j'ai, c'est que c'est de la SF ultra permissive, c'est limite de la fantasy, hein, c'est limite, il faut accepter, hein, une fois de plus, la SF doit obéir à certaines règles. Hein, ça doit pas être n'importe quelle connerie qui sort de votre cul, quoi. Ça doit obéir à certaines règles et ça parvient limite. Voilà, c'est le truc que j'aurais à reprocher de façon tant soit peu notable. Sinon, en soi, c'est l'aventure d'une jeune fille qui est prise dans sa situation, dans des tonnes de choses qui lui tombent dessus pour retrouver sa famille, essayer d'élaborer un sérum pour essayer de poursuivre une coutume familiale et lutter contre un système un petit peu dans l'ombre, qui a des motivations nébuleuses dont on ignore un petit peu tout. Il y a un mystère qui s'instaure. Certains points de ce mystère, on les voit venir assez vite. Hein. L'identité des figures dans l'ombre, j'ai assez vite compris de qui il s'agissait, hein, sincèrement. Et ça veut pas dire une seconde que c'était mauvais, hein. C'est pas non plus comme si c'était la grande surprise qu'on essayait de nous faire en mode tant. Et j'aime beaucoup la façon dont on crée tous ces rebondissements. Nos personnages qui se retrouvent, qui se séparent, qui sont pris dans des tonnes de circonstances, qui les font fuir, œuvrer avec ceux contre qui ils étaient juste avant. Beaucoup de changements de situation, d'évolution de situation très intéressantes sur un ton
et un dessin vraiment à part, parce que c'est une histoire d'aventure qu'un film Disney ou DreamWorks aurait pu faire, hein. Sur la base, hein, tu changes quelques petits détails, les films DreamWorks ou Disney auraient pu faire quelque chose de ce genre, mais ça le fait avec un ton un peu franchouillard, si j'ose dire, qui donne une petite patte particulière à ça. Nos personnages qui réagissent un petit peu différemment, les designs qui sont un peu... un petit peu prononcé, un peu moins flatteur. Disons que notre héroïne centrale, c'est pas un modèle de beauté. Elle est loin d'être moche, mais c'est pas un grand modèle de beauté. Ce genre de choses. Les discussions sont pas aussi cadrées que celles qu'on peut avoir dans un film animé américain de cette trempe-là à la Disney ou DreamWorks. Ce genre de choses, on essaie de donner un côté franchouillard qui passe nickel, je trouve, là-dedans. Et ouais, étant donné qu'on crée une uchronie avec des tonnes de changements qui nous donne une atmosphère très particulière, vraiment le monde que ça crée en plus de l'intrigue, elle aurait pu être faite par d'autres, mais le monde autour de cette intrigue qui est créé est vraiment fascinant à découvrir. Vraiment fascinant à découvrir et c'était un vrai plaisir, une vraie surprise sympathique de découvrir cette imagination-là, qui au départ est tirée d'un livre, ce me semble, donc voilà, le film n'a pas inventé ça. Je suis sûr que le bouquin, ou la BD, ou le roman graphique, je ne sais pas, reprenez-moi si je me trompe, avait déjà posé excellemment les bases, et ça a su juste bien les reprendre, mais voilà, le film en lui-même, en soi, il était vraiment, vraiment bon à découvrir, et j'ai beaucoup aimé énormément de directions qu'ils ont prises. Numéro 4, Persepolis, le film biopic que je préfère au monde, je pense. Alors il y a toujours les petits problèmes que j'ai avec tous ces films-là dont j'ai déjà parlé avant. Hein, pour ceux qui s'en souviennent pas, on a fait une liste avec un sondage il y a quelques temps, il y a pas longtemps. Et quand je parlais dans l'ombre de Marie, il y a toujours ces petits problèmes que j'ai avec les biopics. Sur le fait que, étant donné que ça suit une histoire classique d'une personne, même si cette personne a une vie incroyable, il y a des moments où c'était pas non plus sensationnel et donc on sent clairement que ça va retomber quoi. C'était pas ouh ça monte tout le temps. Évidemment, à certains moments il y a des retombées et le rythme ne devient pas aussi prenant que ça. Soit ces biopics là on les romance à fond et ça devient plus crédible en tant que biopic, quoi, en tant que portrait d'une personne ayant réellement existé. Disons que j'ai un tout petit peu ces problèmes-là avec Persepolis, mais de façon beaucoup plus moindre par rapport à pas mal d'autres films, pour une simple et bonne raison, c'est un film animé qui sait en tirer parti. Toute la saga autour de cette fille, Marjane, qui va grandir au fur et à mesure de ses expériences en Iran et tout ce que la révolution a apporté de bien puis de mal après, en n'oubliant pas de montrer que les problèmes qui surviennent, les merdes qui s'accumulent ne sont pas dues qu'à une seule chose, c'est vraiment plusieurs causes qui s'amoncellent et qui proviennent de base des Européens. Hein. Ah oui, là c'est clair et net que les Européens ont foutu beaucoup la merde hein, à cet égard-là, dans pas mal de pays d'Afrique. Hein. Voilà, tous les problèmes qu'on met en Iran, qu'on présente de façon superbe à travers les yeux d'une enfant qui découvre ça et qui se crée vraiment toutes ses convictions à partir de sa famille très ouverte, très engagée politiquement, qui grandira en désirant certaines choses, en passant de son pays à Vienne, en voyant la différence d'approche entre les deux mondes. L'Iran, c'est difficile d'y vivre, mais en Europe, c'est difficile d'y vivre, surtout à l'époque des peintes. En tant qu'étrangère, ce genre de choses, c'est particulièrement bien rendu et comme je l'ai dit, ça joue très bien sur le fait que c'est un dessin animé, que c'est de l'animation. Parce que, étant donné qu'on voit ça du point de vue de notre héroïne centrale, Marjane, elle raconte sa vie en
exagérant le trait visuellement de certaines choses qui lui arrivent. Donc elle joue sur l'image en noir et blanc. Quand elle dit qu'elle a des poussées de croissance, elle en fait des caisses visuellement avant de revenir à quelque chose de plus simple, hein, bien sûr. Mais il y a beaucoup de jeux très forts sur l'imagination du personnage qui se met en place, comment elle percevait le monde au fur et à mesure de sa progression. Et je trouve ça très beau, très bien fichu, très joli et très prenant tout simplement. La saga de cette fille qui grandit avec ses convictions, avec le monde qui l'a accueilli pas des meilleures façons qui soient au fur et à mesure de sa progression. Il y a quelque chose de vraiment fort à voir là-dedans et c'est, je trouve, touchant, tout simplement touchant. Je sais que c'est une BD autobiographique au départ, et je trouve que ça a su parfaitement reprendre le style Caspar-Case de la BD pour en faire de l'animation qui rendait magistralement. Et pour arriver à raconter cette vie très particulière, très touchante d'une fille qui a vécu deux cultures tout simplement. Très beau. Très bien fichu. Numéro 3, Tout en haut du monde. Il fallait bien arriver au moment où on rattrape un petit peu les deux films français que j'ai cités dans mes films non Disney animés préférés, dans mon top 15 de ces films-là. Et bizarrement, ce n'est pas en place numéro 2, alors que ça devrait l'être. J'ai cité que deux films animés. Comment ça se fait? Se pourrait-il qu'un film ait dépassé ce film-là depuis le temps que j'en ai parlé? Voilà, le suspense! Voilà, donc j'ai déjà parlé de Tout en haut du monde. C'est une très très bonne saga sur une fille qui doit apprendre à s'émanciper pour retrouver son oncle, grand-père, je sais plus. Je sais plus leur lien de parenté exact, vous m'excuserez. Et elle devra s'affirmer, apprendre à vivre à la dure et vraiment s'affirmer, tout simplement. Elle s'affirmera au fur et à mesure en apprenant à sortir du cadre bourgeois dans lequel elle a grandi durant une majorité de sa vie. Et à apprendre à beaucoup de choses, apprendre aux autres en apprenant des autres également. Il y a beaucoup de choses qui sont excellentes là-dedans, qui sont touchantes. C'est une vraie aventure personnelle qui dépeint une héroïne vraiment, vraiment attachante. C'est du très bon. Le seul problème, c'est la fin qui va trop vite, j'en ai déjà parlé, mais sinon, ça reste un film très bon. Numéro 2, Le Peuple Loup. J'ai découvert ce film il y a 3 semaines, 4 semaines de ça maintenant, et je peux pas me sortir de la tête tellement il m'a soufflé. Ça m'a soufflé cette façon de mettre en scène des loups-garous, ce qui n'est pas forcément un concept que je trouve sensationnel de base. Je vous cache pas, les loups-garous, c'est pas vraiment le truc qui me fait dire waouh, super! Mais voilà, on a su mettre en place ce concept-là et à faire un parallèle avec le ressenti de la nature, l'attache à la nature face à la destruction humaine. Et c'est un thème qu'on trouve dans beaucoup de films quand on veut faire un petit commentaire social, l'être humain et son caractère destructeur. J'aurais pu en parler également dans Avril et le monde truqué, c'est le même principe, on appuie le côté destructeur de l'être humain. Et c'est pas une mauvaise chose du tout à faire passer, qu'on soit d'accord, hein. C'est un message important à ne pas oublier. Oui, l'être humain a tendance à être destructeur dans son désir d'aller plus loin, d'en vouloir plus, d'avoir plus tout simplement, de tout contrôler. Même si ça le fait avoir de très bonnes réflexions et grandement avancées, ça le fait aussi détruire. C'est quelque chose qui est malheureusement présent. Dans Avril et le monde truqué, j'avoue que c'est mis en place, mis en avant de façon plus poussée, mais je trouve que dans le conflit qu'on met en place dans le peuple loup, c'est davantage puissant, surtout par rapport à comment le vivent nos deux héroïnes centrales. Nos deux héroïnes centrales sont donc deux jeunes filles, l'une qui croit que les loups doivent être chassés et l'autre qui fait partie du peuple loup, qui finiront par un concours de circonstances à
se rapprocher, à se comprendre, et de fil en aiguille, il va y avoir une complicité et une lutte contre le pouvoir en place, ceux qui veulent tout changer et ne pas respecter l'ordre de la nature. Et ce qui fait que ça marche, contrairement à certains films où honnêtement ça m'a pas marqué plus que ça, c'est que justement on vit ça du point de vue de jeunes enfants qui ont de la personnalité, qui sont vraiment marquantes, qui sont super touchantes toutes les deux, elles sont super trognonnes toutes les deux à s'amuser ensemble, et comment elles essayent de leur mieux de changer les choses alors que en soi elles sont un peu impuissantes. Bon, façon de parler, quoi. Il y a quand même le pouvoir de se transformer en loup, mais je dis, c'est difficile de tout faire soi-même. C'est difficile de bien jouer la situation. On prend des mauvaises décisions. On pense que on peut lâcher du lest, laisser certaines choses graves se faire pour éviter le pire. Il y a vraiment cette considération très grave, très difficile à jauger ce qui est la bonne action à faire. Et dans une situation où d'un côté on vous dit que c'est bien de faire ci et de l'autre on vous dit qu'il faut faire ça, deux choses très opposées, et quand on se met à la place de notre héroïne principale, on a énormément de peine pour elle, énormément de peine pour elle. C'est pour moi le meilleur film des studios dont j'ai parlé, ceux qui ont fait Le Chant de la Mer et Brennan et les Secrets de Kells, et qui sont donc en partie irlandais. Hein. Je ne sais pas à quel degré, hein, ce sont des films franco-irlandais les uns comme les autres, et ça me donne un petit peu envie, c'est ce genre de choses que vous êtes capable de faire, de m'intéresser à des films d'animation irlandais. Je suis sûr qu'il y en a plus que 3, et vous avez fait plus que 3 films irlandais. S'il y a des gens qui connaissent des liens pour voir des films d'animation irlandais, je ne serais pas contre, parce que si vous faites quelque chose de cette qualité-là, ça mérite qu'on se penche davantage sur votre boulot, quoi. Parce que c'est putain de magnifique. C'est putain de magnifique, et vous avez fait quelque chose de vraiment prenant. C'est facilement devenu un de mes studios d'animation préférés maintenant, et j'attends impatiemment la prochaine fois, en espérant qu'il y en ait une. Parce que malheureusement, étant donné que Le Peuple Loup est sorti durant le confinement, il n'a pas pu avoir de sortie en salle, peut-être que ça viendra, peut-être que on ne rentrera pas ça. De toute façon, c'est clair et net, j'achèterai le DVD quand il sortira. S'il sort au ciné, je vais le voir. Tant pis si j'ai déjà vu, je vais le voir. Il mérite que je paye une place pour aller voir ce film. Au moins. J'essaierai de le soutenir du mieux que je pourrai, ce film, parce que il mérite d'être reconnu, il mérite d'avoir du succès, et il mérite qu'on s'en souvienne. Vraiment, il mérite d'être noté comme une œuvre dont l'Europe, hein, plus que la France, l'Europe devrait être fière. Et pas juste un petit film sympa, reconnu seulement par une petite niche de gens qui sera oublié. Hein, qui ne sera même pas reconnu au bout du compte, qui sera passé par-dessus les radars de la plupart des gens. Et ça ne mérite pas ça, pas une seule microseconde. Et mon film français animé préféré est Le Roi et l'Oiseau. Voilà, la blague est passée, on passe au vrai résultat. Numéro 1, Le Jour des Corneilles. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois, hein, c'est toujours mon film français animé préféré. J'aurais l'impression de me répéter, donc je vais faire un court résumé, même si bon, je devrais être plus en détail, puisque c'est quand même mon film animé français préféré, mais j'en ai déjà dit pas mal la dernière fois. Ouais, j'aime énormément la mise en place, le dessin est bon, le doublage est de très très bonne qualité. Le fait de suivre cet enfant qui a grandi dans la nature, en communion avec les esprits, parce qu'il y a un petit peu de magie là-dedans, et qui essaye de savoir comment faire plaisir, comment arranger les choses avec sa compréhension à lui, sa compréhension d'enfant, je trouve ça ultra touchant, sérieusement, je trouve ça tellement touchant, c'est cette façon qu'il a de voir les choses, et le drame qu'il y a autour du personnage sans qu'il le sache, parce qu'à nouveau, il a grandi en étant toujours familier avec cet environnement-là. Ce qui fait que lorsqu'il découvre un autre environnement et qu'il se crée des attaches là-dessus, il finit par avoir des envies d'autre chose. Et ça part vers pas mal de développements qui sont touchants.
des moments qui sont assez tristes, vraiment tristes, qui parlent parfaitement à l'âme sensible, qui peut y avoir très rarement en moi, mais qui existe un petit peu quand même. Voilà, c'est un film extrêmement bien réussi et pas parfait, mais vraiment largement dans le haut du panier en ce qui me concerne. Voilà qui fait le topo de mes films français animés préférés. Je n'ai pas fait le tour, je suis sûr que vous pourrez me citer d'autres films que je n'ai pas vus, je suis désolé. J'espère quand même que ma liste est suffisamment satisfaisante pour que vous n'ayez pas l'impression que je saute ces films-là. J'y fais gaffe, vraiment. Et oui, le cinéma d'animation français mérite de la reconnaissance, mérite pas d'être considéré comme quelque chose d'à côté ou quelque chose de seconde zone. Je trouve sincèrement que ce qu'on fait de mieux ces derniers temps, c'est dans nos coproductions françaises, je tiens à le repréciser, hein. C'est dans nos collaborations avec d'autres pays pour faire de l'animation, parce qu'on fait quelque chose de magnifique lorsqu'on fait ça une partie du temps. Pas tout le temps, mais une partie du temps, on peut faire quelque chose de magnifique quand on veut. Hein, ça dépendra de qui est aux commandes, de la direction voulue, et bien entendu de l'appréciation de chacun, évidemment, hein, comme d'habitude. Mais il y a une vraie recherche artistique diversifiée qu'on ne peut pas nier une seule seconde, et ça mérite qu'on y jette un œil, qu'on s'y penche, qu'on ne zappe pas ça comme si ça ne signifiait pas grand-chose. Le travail en animation en France a beaucoup de mérite et vaut d'être reconnu grandement. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour de futures vidéos. J'espère avoir encore quelques idées de top 15, on verra bien. À très bientôt, bye.